Paris, 1895. La marque Clicia s'installe place Vendôme. Le premier institut de beauté au monde ouvre ses portes. Par la suite, sa prestigieuse école esthétique. La marque Clicia devient la favorite de cours royales et de célébrités. Ses cosmétiques sont distribués dans 40 pays, jusqu'aux Amériques et la Chine. Clicia produit plus d'1 millier d'articles, parfums et soins du visage. Clicia, un siècle plus tard, vous propose des soins riches de son savoir-faire et ses secrets d'excellence. Des rituels chronobiologiques matin, soir et week-end. Clicia, le temps est mon partenaire. Bienvenue dans la saison 4 du podcast Parlons de votre mental. Dans cet espace inspirant, nous explorons le pouvoir du mental et son influence sur ta réussite, que ce soit dans ton sport, ton travail ou ta vie personnelle. Je suis convaincu que ton mental est la clé pour transformer tes épreuves en tremplin vers le succès. Rejoins-nous pour des interviews captivantes avec des invités inspirants, des masterclass sur la force mentale, la persévérance et la résilience. Apprends comment cultiver ton bien-être et ta santé mentale. Et avant de partir, prends 10 secondes pour soutenir le podcast en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Souviens-toi, si tu crois en tes rêves, tout devient possible. Alors prépare-toi à une dose quotidienne de motivation en écoutant Parlons de votre mental. Bienvenue à toutes et à tous pour un épisode du podcast Parlons de votre mental sur la thématique parole d'expert. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'aller à la rencontre d'une professeure de yoga. Ça m'intéressait un petit peu de pouvoir introspecter un petit peu, grâce à l'aide d'une experte, les effets positifs que l'on peut engendrer grâce au yoga. Salut! Salut. Alors, je te laisse te présenter brièvement. Comme ça, on va savoir un petit peu qui est la fameuse prof de yoga que j'ai sollicitée pour nous parler un peu de cette discipline ancestrale. Alors, moi, c'est Pauline Alias, donc j'ai 37 ans. Je suis professeure de yoga à Paris actuellement. Et à l'origine, j'étais pas du tout dans le yoga, j'étais gymnaste. Voilà, donc j'ai découvert le yoga à travers différentes pratiques et j'ai commencé par la gymnastique. Donc j'ai fait la pratique en compétition de 5 ans à 22 ans environ. Ensuite, quand j'ai arrêté la compétition, j'ai besoin de me reconvertir donc en restant dans l'artistique en danseuse latine, où j'ai un parcours de danseuse latine salsa, bachata, donc pour ceux qui connaissent. Et j'étais en fac de sport en STAPS, donc toujours dans le domaine du sport, dans le domaine des postures, on va dire. Et je suis partie vivre en Californie en 2015 et c'est là que j'ai rencontré le yoga à Los Angeles. Donc au début, j'ai démarré, c'était par le power yoga parce que là-bas, tout le monde fait du power yoga en Californie. Tout le monde a son tapis dans la rue. Et ça me rappelait beaucoup la gymnastique puisque c'est de là que je viens, donc ça me rappelait beaucoup vos positions un peu spectaculaires avec des handstands, des équilibres sur les mains. Donc j'ai démarré par le power yoga et ensuite j'ai découvert de nombreuses multitudes de yoga. Et aujourd'hui, voilà, pour la petite présentation. T'enseignes lesquelles? Alors du coup, j'en enseigne plusieurs. Aujourd'hui, j'enseigne le yoga, comme dirait mon mentor, on n'enseigne que le yoga, mais je vais découper en branches. Donc j'ai le power vinyasa que j'utilise beaucoup. C'est quand même à l'origine mon yoga de prédilection. Le core yoga, donc tout ce qui va toucher à la sangle abdominale. Le yin yoga, donc avec des positions qu'on va tenir plus longtemps. J'enseigne aussi le yoga prénatal et postnatal, donc pour les femmes qui sont enceintes puis les mamans qui viennent d'accoucher. J'enseigne le yoga de la femme, donc voilà, spécifique à la femme et aux hormones des femmes. Et le yoga nidra, le yoga du sommeil. Ce que j'aime, c'est utiliser un petit peu tous ces styles
pour créer le mien. Ok. Voilà, et en faire un mix. Oui, mais c'est bien que tu nous expliques parce que c'est vrai que le yoga, on le voit à toutes les sauces. Comme moi, j'aime bien comprendre un petit peu les effets bénéfiques qu'on peut en fait trouver en tout cas dans ce genre de discipline. Je trouvais intéressant du coup de venir à ta rencontre pour que tu nous expliques un petit peu tout ça. Quelles sont les influences majeures et comment le yoga contribue à ton développement? Alors, influence, déjà, c'est le power yoga. Moi, j'ai démarré par là. Mon influence, je me suis retrouvée un peu, même s'il n'y a pas de hasard, dans un cours de power yoga en Californie. Et après, je suis tombée dans la marmite. J'y allais tous les jours, que chanter les bienfaits. Mais j'avais aussi une grosse déconstruction de la gym à apprendre parce que la gym, c'est la perfection, c'est l'excellence, c'est ne pas se soucier des conséquences sur son corps à long terme. Alors que le yoga, là, c'est tout l'inverse. Donc du coup, j'ai dû beaucoup déconstruire tout ce qu'on m'avait appris en compétition. Donc évidemment, mes influences, c'est la Californie déjà. Il y a une grosse branche de yoga là-bas. C'est un lifestyle. Et ensuite, suite à ça, je suis rentrée un petit peu plus en profondeur qu'autre chose que le power yoga. Je voyais qu'il y avait d'autres aspects que les positions physiques. Et je me suis dirigée vers des pratiques plus calmes, on va dire. Pas forcément en termes de méditation, puisque là, du coup, c'est encore autre chose, mais des pratiques où il y a moins de positions acrobatiques. Donc là, j'ai le yin, qui est une grosse influence aussi pour moi, qui est la partie féminine du yoga, on va dire l'ancrage aussi, où j'ai été formée par un kiné et ostéopathe. Donc beaucoup, une approche très anatomique basée sur le respect du corps aussi et de ses limites physiques pour être en bienveillance envers soi-même et avec son corps. Ensuite, j'ai une grosse influence de Bernadette de Gasquet, je ne sais pas si tu connais. Non, Voilà, la grande prêtresse du yoga pré et post-natal et du yoga sans dégâts. Donc, j'ai été formée dans son institut aussi. Et elle a une façon, c'est un peu un électrochoc aussi sur ma façon d'enseigner du yoga. Quand tu es enceinte ou quand tu viens d'accoucher, pas du tout faire la même chose que quand tu es dans une condition physique à peu près habituelle, on va dire. Donc ça, c'est de Gasquet, c'est vraiment un de mes mentors aussi. Ensuite, j'ai été formée dans le yoga nidra, donc là, ça n'a rien à voir, c'est le yoga du sommeil. Donc une influence où là, tu es en méditation profonde, tu restes allongé pendant la séance. Donc complètement l'inverse de ce que j'avais l'habitude de faire. Et je suis aussi formée depuis peu en yoga de la femme avec une influence de Tatiana L, qui est une de mes mentors aussi, évidemment. Et donc, le yoga de la femme, souvent on me dit, mais est-ce que il y a seulement les femmes qui peuvent en faire? Non. Mais du coup, la pratique, elle va quand même être orientée sur les hormones féminines plus spécifiquement. Donc, tout ce qui va toucher à la zone des ovaires, du bassin féminin. Donc, si un homme veut pratiquer, il orientera la séance sur une autre thématique. Ok, ouais, j'essaie de comprendre comment le yoga pourrait avoir un effet du coup physiologique sur. J'essaie par rapport aux femmes directement. Du coup, c'est localisé sur une zone précise, c'est ça? Alors, tu veux dire dans le yoga de la femme en particulier? Ouais, dans le yoga de la femme. Alors, le yoga de la femme, oui, ça va être, on va un petit peu orienter les séances sur le bassin. Okay. Donc, le bassin qui est pour la femme le socle de la création et de la créativité. Là où tu vas créer un enfant, mais aussi tu peux créer, créer des projets, se remettre dans des projets, donc que les hommes aussi y ont accès, évidemment. C'est juste différent. On va pas cibler les mêmes hormones. Ok, alors du coup, tu nous as dit un petit peu les différents styles de yoga que tu enseignes. Alors, il y en a plusieurs. Qu'est-ce qui a fait que tu es allé vers ces types de yoga particuliers? Les rencontres de la vie, je pense. Comme je te disais, je me suis retrouvée par hasard dans un cours de power yoga, donc j'ai démarré par là. Et puis après, je me suis blessée, donc j'ai dû ralentir. Forcément m'orienter vers des pratiques moins physiques entre guillemets, donc plus douces ou plus calmes, on va dire. Moi, j'ai un tempérament très yang, donc c'est-à-dire dans l'action, toujours en mouvement. Et en fait, des fois, tu as besoin de ralentir, d'équilibrer, donc de ramener du yin dans ton yang. Et du coup, petit à petit, j'ai justement essayé de rééquilibrer tout ça.
Après, de Bernadette de Gasquet, c'est parce que je suis tombée enceinte. Donc, je me suis formée chez elle en étant enceinte. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Là, du coup, j'étais vraiment enceinte de 6 mois quand j'ai fait ma formation. J'ai vécu le truc vraiment de manière très intense. C'était franchement merveilleux. Ça m'a sauvé ma grossesse. Après, le post-natal, évidemment, je l'ai vécu aussi. Après ça, j'ai eu des petits soucis de santé qui ont fait qu'il fallait que je ralentisse vraiment dans ma pratique, d'où le yoga nidra où tu es allongé. Et donc là, qui va faire appel plus à ton introspection profonde, c'est le yoga du sommeil. Donc tu es en position allongée tout le long. Donc là, sans mouvement, pas besoin de. Par contre, le cerveau, lui, il est très actif. Et ensuite, le yoga de la femme, parce que c'est la continuité de mon enseignement. Aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de femmes, beaucoup de mamans au postpartum, beaucoup de futures mamans, et j'ai du coup un gros accompagnement de ce type de public. Et moi-même, je suis une femme, et donc je me suis dit qu'il était temps de se former dans celui-là. Ça faisait plusieurs fois que je voulais le faire, et j'ai eu l'opportunité de me former avec Tatiana, et c'était formidable d'ailleurs. Quels sont les bienfaits, du yoga qu'on peut observer en général chez les élèves? Alors, moi, je vais te parler des deux. Je vais séparer en deux bienfaits parce que j'interviens beaucoup en entreprise et j'interviens beaucoup à domicile. Donc déjà, si tu me permets, je vais te parler des bienfaits que je rencontre pour l'entreprise. Souvent, l'entreprise, il y a le facteur stress qui rentre en compte puisque les employés, les collaborateurs qui font appel à moi pour pratiquer le yoga, ils ont des objectifs. Ça peut être, par exemple, les bonnes positions, bien se tenir sur son poste de travail. Ça peut être réduire le stress. Ça peut être aussi utiliser son dos d'une meilleure manière et enlever toutes les douleurs et les maux du dos. En général, souvent, c'est ciblé sur la colonne vertébrale, le travail en entreprise. Après, ça peut être plein d'autres choses. Et du coup, moi, ce que je constate dans la pratique quotidienne ou dans la pratique hebdomadaire du yoga, souvent en entreprise, j'interviens 1 ou 2 fois, voire plus par semaine. C'est vraiment l'amélioration des bonnes positions, l'amélioration de la respiration, parce que les personnes, elles ne vont plus être en apnée, elles vont déjà conscientiser leur respiration, réduire les maux du dos, surtout, les gens qui passent leur journée sur l'ordinateur, sur le téléphone. Donc, on a dit l'amélioration de la capacité respiratoire qui va aussi calmer le système nerveux. Donc, réduire le stress. Ça peut aussi renforcer beaucoup la cohésion de l'équipe parce que quand tu viens participer à un cours de yoga, tu ne vois pas tes collaborateurs dans le même cadre. Donc, tu as un lien qui se crée. Du coup, évidemment, c'est plus agréable d'aller au travail aussi. Tu as aussi réduire les risques musculo-squelettiques parce que du coup, tu vas venir mettre ton corps en mouvement et un petit peu pour contrecarrer la sédentarité de certains métiers. Donc, en gros, ça va vraiment être en entreprise, améliorer le bien-être des employés de manière physique et mentale. Voilà, donc ça, c'était pour la partie entreprise. Et ensuite, moi, de l'autre partie, où j'accompagne à domicile, le prénatal et le postnatal et le yoga de la femme, ça va avoir des avantages considérables, notamment le prénatal pour la maman déjà, donc elle va se sentir mieux pendant sa grossesse, elle va préparer son accouchement, elle va avoir moins de fatigue, d'essoufflement, les maux de dos qui vont être un petit peu travaillés pour les réduire, l'anxiété, la prise de poids. T'en as tellement que je sais même pas si je vais tous te les citer. Avoir un accouchement peut-être plus court, moins de recours à la césarienne, un rétablissement plus rapide, continuer à se muscler pendant la grossesse et aussi faire beaucoup de bien au bébé. Ça, on l'oublie souvent. Et quand la maman est en forme, en prénatal, tu vas venir ouvrir un petit peu le corps, ouvrir la respiration. Ça va aussi agrandir le terrain de jeu du bébé et du coup un meilleur développement. Les études ont prouvé que les enfants qui ont vécu le yoga prénatal dans le ventre sont plus calmes que les enfants qui n'en ont pas profité, que la maman était plus apaisée. Alors j'imagine que c'est aussi pareil pour la sophrologie et d'autres disciplines, mais là je suis pas spécialisée là-dedans, donc je parle dans le prénatal. Le postnatal, tu vas faire l'inverse, tu vas venir refermer, donc récupérer plus vite, mais en conscience et en douceur. Toutes les précautions sont mises pour refermer le corps, se rapproprier le ventre et toutes les parties, parce qu'un accouchement, c'est quand même un acte assez violent pour le corps. Donc, voilà.
Et sinon, protéger le périnée, stimuler les organes digestifs, circulation sanguine et les maux du postpartum, donc sciatique notamment, les maux du dos, etc. Voilà. Ok. Alors, donc, on a fait le qui, on a fait le quoi. Tu nous as expliqué un peu le quand aussi. Quand et comment t'as découvert le yoga. Donc, alors, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir professeur de yoga? Alors, moi, je suis quelqu'un de passionné et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Donc, si tu me permets, je vais te raconter une petite anecdote. À la base, moi, je viens de la fac de sport, donc je voulais être je voulais être professeur de sport en passeur de PS en collège ou lycée. J'ai changé d'avis, mais je suis restée dans le professorat. Donc, ma mission, elle touche toujours autour de transmettre, la transmission. Et je reste professeur de yoga aujourd'hui. Mais du coup, j'avais toujours enseigné la gym, la danse, le yoga. Tombée amoureuse de la discipline, à la fois physique mais aussi spirituelle. Et du coup, un jour, je cherchais une formation. Et j'ai envoyé des mails partout pour me former, pour enseigner. Personne ne me répondait. J'ai resté sans nouvelles à mes mails, rien du tout. Et par hasard ou pas, je devais aller à un cours de yoga. Il se trouve que je suis arrivée en retard, donc j'ai pas pu y aller. Et je suis allée à un autre cours qui n'était pas prévu. Et ce jour-là, le professeur est venu me voir, il m'a dit, Pauline, je te verrai bien prof de yoga. Est-ce que tu veux que je te forme? Et là, j'ai dit, mais j'attendais ce signe du destin. Puisque tous mes mails sont en suspens à Paris. Et donc, j'ai mon professeur qui m'a formée en Californie, mon premier 200 heures là-bas. Et voilà, c'est comme ça que je me suis formée. Et après, j'ai tout de suite enseigné en anglais. Donc, j'enseigne beaucoup en anglais. Moi, j'interviens dans une entreprise où j'enseigne en anglais. Ça m'a permis d'avoir 2 casquettes, le français et l'anglais. Et voilà. Et donc, ensuite, c'est surtout les valeurs que le yoga enseigne. Parce que c'est pas que les positions physiques, mais vraiment, tu vois, toutes les valeurs de respect, de bienveillance. Pour moi, à chaque fois, on me dit, le yoga, c'est un sport, ça m'arrache les oreilles. Que c'est pas un sport. C'est une philosophie, c'est un art de vivre. Et la partie physique n'est que le complément et c'est un peu la partie de l'iceberg que les gens voient. Mais c'est tout le reste, le yoga. C'est des valeurs de douceur, de bienveillance, d'acceptation, d'introspection. Et c'est tout ça. En fait, des valeurs qui me plaisent et que j'ai envie d'enseigner aussi pour faire ma part dans le monde. Voilà, c'est ce que je dirais. Ok. Tu nous as dit que du coup t'enseignes le yoga du coup en entreprise, chez les particuliers. Je sais qu'il existe aussi du coup, hein, des cours en ligne. Il y a des gens qui donnent des cours en distanciel. Qu'est-ce que tu penses de ça, compte tenu que je pense que si on est expert et qu'on maîtrise bien en tout cas les différentes positions du yoga, je pense que ça peut le faire. Maintenant, si on est débutant, ce sera un peu compliqué de commencer en distanciel, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est une excellente question. Moi, j'enseigne beaucoup en distanciel aussi, en visio. Déjà, suite au Covid, on est tous passés par là. Maintenant, c'est vrai que quand j'ai un cours, par exemple, en entreprise, et que je vois des personnes qui se blessent un peu, je leur demande si elles ont déjà fait je leur demande toujours si elles ont déjà fait du yoga, si elles ont déjà pratiqué. Et en fait, souvent, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé pendant le Covid en visio. Et là, il y a des risques de blessures parce que les positions ne sont pas faites correctement dans le sens qu'on l'entend. Par exemple, un cobra. Je sais pas si ça te parle, mais un cobra, une position du cobra, ça peut être douloureux pour le bas du dos. Une personne qui n'a jamais été un petit peu corrigée ou replacée, elle va se blesser si elle le fait en distanciel plusieurs fois. Moi, ce que j'aime bien, c'est vrai que c'est, par exemple, accompagner des personnes en physique et justement leur proposer, quand elles sont en vacances ou quand elles sont à droite à gauche, de leur donner de la visio. Je n'aime pas trop démarrer un cours en visio. Donc, ça rejoint ce que tu as dit. Ouais, mais du coup, Tu vois, même les petits massages, les petits ajustements, tu peux pas les faire en visio. Et c'est quand même dommage de louper cette partie. ouais, je pense à ça parce que tu sais que moi à la base je viens du sport et j'étais entraîneur de tennis et tu vois c'est comme si je donnais des cours de tennis en visio quoi. Et en fait je pense qu'il y a il y a des apports techniques indispensables et des comment dire d'un point de vue biomécanique des ajustements et des positions du corps qui sont adaptés, d'autres qui le sont pas. Donc ceux qui le sont pas généralement provoquent des blessures et c'est une question que je me posais par rapport à moi dans mon sport on fait pas de visio tu vois mais quelque part
je trouvais ça intéressant, tu vois, d'apporter un petit peu cet éclairage, en tout cas, aux gens qui nous écouteront, quoi. Ben moi, je recommande toujours quand même d'aller faire du présentiel. Maintenant, c'est vrai que j'ai par exemple des personnes que j'accompagne. Là, j'ai une personne juste avant toi que j'accompagne, elle est à Genève. J'en ai une qui était à Londres. Et du coup, bah, il y a aussi cette distance géographique qui fait que la visio, c'est sympa. Mais ils sont pas Mais par contre, voilà, je leur recommande toujours d'aller au moins une fois. Et surtout, si elles viennent à Paris, que je les vois une fois ouais. en vrai. Mais c'est pas des novices, quoi. Tu vois, Non, bah après tu peux démarrer justement en visio avec quelqu'un qui n'a jamais fait. C'est pas mal aussi de pouvoir lui apporter en cours particulier, pas en cours collectif, des petits ajustements pour lui éviter des blessures parce que ce serait quand même dommage de se blesser dans une discipline qui est faite pour rétablir et pour accompagner ton corps en douceur. ok. On reste dans le où. Est-ce qu'il y a des lieux spécifiques que tu affectionnes particulièrement pour pratiquer le yoga? Parce que très souvent, bon, bah voilà, en fait, là, je pense aux réseaux sociaux, mais très souvent, on voit quand même beaucoup de postures de yoga, de profs de yoga, de gens qui aiment le yoga dans des endroits un petit peu insolites. Et souvent, en fait, on reconnaît ceux qui aiment le yoga à leur, comment dire, à leur présence sur les réseaux sociaux où ils aiment bien faire des postures de yoga dans des endroits insolites. Je vois. Alors moi, bah, j'aime beaucoup pratiquer dans la nature. Par exemple, j'aime pratiquer au bord de mer. Bon, ça, c'est vraiment le kiff ultime. Maintenant, je te dirais pas que c'est forcément des lieux. Je te dirais c'est plus des profs. Tu vois, un peu comme toi pour le tennis, j'imagine le terrain. Bon, bah il y a toujours des bons terrains, mais il y a aussi avec qui tu joues et avec qui tu pratiques et avec qui tu vas être. Moi, c'est vraiment j'ai mes mentors. J'adore aller à leurs cours et voilà et peu importe le lieu. Même si un petit lieu sympa, c'est cool. Mais c'est avec la personne, je dirais. Maintenant, à Paris, on a de la chance parce qu'on a des studios partout qui sont vraiment bien. Mais voilà. Après, moi, j'aime aussi ce côté, tu vois, l'été, d'aller pratiquer dans les parcs avec les Tuileries, par exemple. Je sais pas si on pourra cette année avec les JO, mais les Tuileries, c'est Ouais. trop bien. Tu es face au Louvre, un monument, t'es dans la nature, c'est parfait, quoi. D'ailleurs, moi, j'ai des élèves, ils donnent cours en extérieur et là, ils me demandent déjà, mais quand est-ce qu'on reprend? Je dis, bah, quand la météo le permettra, parce que là, c'est la cata. Parfois, Ouais. il fait un petit peu Donc, je te dirais plus ça. Et puis après, j'avais vraiment un studio que j'adorais. Malheureusement, il a fermé après le Covid. Donc, Yoga Style, si tu m'entends. Ah ouais, il a fermé carrément, il y a plus. Bah, après, c'était le professeur qui m'a aussi formé, qui était kiné ostéo, il est reparti vivre dans le sud, donc il est reparti, il a fermé le studio aussi. Ouais, il a bien fait d'aller dans le sud. Bah voilà, je pense qu'il est très bien là où il est. On va pas le contrarier, le sud c'est bien. Voilà, c'est Bon. sûr. Alors, on va attaquer le pourquoi. En quoi tu penses que le yoga c'est une pratique importante de nos jours? Aujourd'hui, je te dirais, en plus moi je suis à Paris. C'est la course perpétuelle. Partout, tout le monde est dans l'action, tout le monde est en apnée. Quand tu regardes les gens dans la rue, dans le métro, tout le monde marche super vite. En fait, c'est un peu le yoga, l'éloge de la slow life, tu vois, de ralentir et surtout d'amener aussi un recentrage vers sa respiration. Les gens ne respirent plus, ils n'ont plus de souffle, enfin, ils n'ont plus de souffle, mais même de souffle, de pause dans leur vie. Donc, déjà, je pense que aujourd'hui, se reconnecter à sa respiration, c'est essentiel. Vraiment pour tout le monde, s'ancrer dans le moment présent. Ça va avoir un pouvoir libérateur pour notamment nettoyer les émotions. Enfin, les gens, des fois, ils sont submergés, ils savent pas quoi faire. Ben, respire déjà. Dans le tennis, on te le dit, hein, dans tous les sports, faut souffler, quoi, faut respirer. Mais là, c'est vraiment conscientiser cette importance de la respiration. Pour moi, ça c'est vraiment Mais primordial. après, dans le sport, si tu respires pas, t'es en apnée. Et si t'es en apnée, bah, tu oxygènes pas tes muscles. Et si t'oxygènes pas tes muscles, bah, tu meurs, en fait. Bah voilà. Mais du coup, mais quand tu regardes, moi, je vais en entreprise tout le temps, les gens, ils sont tout le temps en apnée. Dans le métro, tout le monde est en apnée. Enfin, c'est Paris, c'est vraiment la ville du mouvement perpétuel. Là, c'est vraiment pour moi l'importance de ralentir, de s'ancrer, de se focaliser, de rééquilibrer les énergies et de rééquilibrer aussi cette connexion entre l'aspect physique et l'aspect spirituel.
par exemple, qui font beaucoup de sport, qui font beaucoup de choses, mais qui n'ont pas l'ancrage par le ciel, par la spiritualité. À l'inverse, t'en as qui sont très dans la lune, très spirituels, mais qui sont pas ancrés. En fait, pour moi, c'est vraiment l'union. Déjà, le mot yoga, ça vient du mot union, hein. Mais du coup, cette union du corps et de l'esprit, et cet alignement entre le cœur, le corps et l'esprit. Donc, voilà. Oui, après, Après, j'ai constaté dans le sport que beaucoup de gens se désynchronisaient au niveau de la respiration, c'est-à-dire qu'ils avaient tendance à respirer à l'envers, en fait. C'est-à-dire que et très souvent, j'essayais d'intervenir là-dessus parce que c'était important, parce que ça leur permettait de mieux jouer, en tout cas de recaler leur respiration sur les bons moments et sur la bonne manière de respirer. Parce que souvent, en fait, ils respiraient pas, en fait. Ils pensaient respirer, mais ils respiraient à l'envers, en fait. Quand je dis respirer à l'envers, c'est qu'en fait, au lieu de prendre de l'air et que le poumon se gonfle et de pouvoir, voilà, faire un peu un effet comme un ballon qu'on gonfle et qu'on dégonfle, en fait, ils respiraient très très peu, ils étaient vraiment en apnée. Et ça favorisait pas, en tout cas, pour moi, comment dire, des éléments importants pour pouvoir bien jouer, tu vois, pour libérer à la frappe, pouvoir en tout cas éviter de cramper, et bien s'oxygéner pendant qu'on fait du sport, quoi, tu vois. bien sûr, tout le temps, moi, j'en vois tout le temps qui respirent à l'envers. Et des fois, ils me disent, mais on me l'a jamais dit. Non, parce que tu n'as pas conscientisé, tu n'as pas observé, mais c'est pas de ta faute. Enfin, c'est vraiment, c'est très, très, très fréquent. Et tu vois, en prénatal, par exemple, moi, j'adore quand une maman me dit, j'ai jamais fait de yoga. J'ai jamais fait de yoga avant. Donc là, j'essaye le yoga prénatal. Je lui dis, mais c'est parfait parce que tu vas pas avoir non plus des choses à désapprendre et tu vois, enfin, c'est plus difficile de déconstruire une habitude qu'on a prise que d'en faire une nouvelle. Et le yoga prénatal, c'est encore une différence sur la respiration. Ça, c'est une respiration qui va aussi impacter le bébé. Mais j'en ai tellement de personnes qui sont en apnée toute la journée. Des fois, je leur dis, mais respire. Juste respire. Ouvre la bouche, respire. Après, en yoga, on respire beaucoup par le nez aussi. Je pense que les bienfaits de la respiration nasale ont été prouvés maintenant. Avec les sportifs qui se mettent un scotch sur la bouche. Alors, j'ai quelques petites questions pour venir clôturer un petit peu cette interview. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite commencer à pratiquer le yoga? Alors déjà, je lui demanderai qu'est-ce qu'il recherche, quelles sont ses attentes, ses besoins et ses envies. Souvent, les personnes elles entendent parler du yoga, elles se disent bon je vais essayer, et elles se pointent à un cours qui n'est pas du tout fait pour elles parce qu'il y a tellement, voilà, le yoga ça reste le yoga, mais à Paris on va dire que il y a des styles de yoga. Si tu vas sur du vinyasa alors que tu voulais faire de la méditation, c'est pas à ta place, c'est pas aligné. Et du coup, moi j'en ai plein d'anecdotes où j'ai des personnes qui disent moi j'ai essayé du yoga une fois, j'y retournerai plus jamais. Je dis mais pourquoi? Je voulais juste faire un petit peu de méditation et je me suis retrouvée à un cours de power yoga chauffé à 40 degrés parce que les gens ils savent pas. Et du coup, je leur demande, voilà. Et donc la personne elle est dégoûtée du yoga. Alors je leur dirais vraiment, pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux? Et si tu ne sais pas, démarre par le yoga originel, le yoga hatha, qui va être peut-être intense physiquement, mais avec des positions que tu vas tenir dans la durée, donc il va être un peu, enfin, tu as le temps de rentrer dans la position, ça va être plus facile, il y aura pas de vitesse à gérer, etc. Parce que sinon, c'est pas possible. Tu rentres dans un cours power yoga, ils vont dire intermédiaire dans certains studios, si la personne a jamais fait même un chien tête en bas, elle est pas à sa place. Du coup, moi, mon but, c'est que tout le monde découvre le yoga au maximum. Donc, choisir un peu son style. Qu'est-ce que tu veux? Si tu veux faire de la respiration, si tu veux faire des torsions parce que tu as mal au dos, enfin je sais pas, tu vois, mais vraiment choisir avec précision ton besoin et ton envie. Ma deuxième question, c'est est-ce que tu as des livres ou des ressources que tu affectionnes particulièrement en lien avec le yoga? Alors moi je vais te citer les on va dire les piliers. Donc les Yoga Sutras de Patanjali, c'est des petits versets où tu vas avoir vraiment des manières d'intégrer le yoga dans la vie. Après, il faut toujours le réajuster à son époque. On vit dans une époque moderne. Voilà, mais moi, je trouve que ces petits versets m'ont beaucoup apporté. Ensuite, au niveau des autres livres, j'aime beaucoup le livre Vinyasa de Gérard Arnault parce que j'aime beaucoup feuilleter. Il explique toutes les positions.
avec tous les détails, les objectifs, les bienfaits des postures, les bienfaits sur le mental, les bienfaits sur le corps. Donc moi j'aime bien son livre. Je l'ai beaucoup emmené en avion, donc il a toujours été avec moi en fait. Et ensuite, j'adore les livres de Bernadette de Gasquet, mais j'en recommanderais un en particulier, c'est Tout se joue 6 semaines après l'accouchement. Voilà, parce que là, c'est vraiment une claque ce livre pour les mamans, toutes celles qui sont enceintes. Je pense qu'elles devraient le lire celui-là. Donc voilà. Donc je conseille à chaque. Bon, et puis ma dernière question pour finir, quels sont tes projets à venir en tant que prof de yoga? Est-ce que tu as des... On va faire plus de podcasts avec toi. Non, je vais continuer à transmettre évidemment, mais aussi à me former. Je trouve que pour être un bon enseignant, il faut aussi être un bon élève. Très important de toujours se former. Donc je suis déjà à la recherche de ma prochaine formation, tu vois. J'aime beaucoup ça. En même temps, ça fait partie de moi. Là, en ce moment, j'organise beaucoup d'ateliers, donc des ateliers sur des thèmes différents, avec des nouveaux partenaires, des profs avec qui je suis amie, des nouvelles retraites aussi. Voilà, on a un nouveau. Ouais, tu peux nous en dire un petit peu sur les retraites? On organise pas mal de retraites en Normandie, avec une partenaire qui habite là-bas, Stéphanie, si tu m'entends. Voilà, elle a construit une yourte dans son jardin et elle organise plusieurs retraites par an avec différents thèmes. Donc on a la yoga mama, donc pour les mamans qui sont déjà mamans, la retraite essence féminine pour les femmes, et on a aussi une retraite un peu changée d'ordinaire où on a combiné ma passion d'avant, donc le yoga et la bachata, avec un peu d'initiation à la danse, en plus du yoga. C'est juste la cerise sur le gâteau. Moi, je développe vraiment les retraites, les ateliers. Évidemment, continuer peut-être à trouver des nouvelles entreprises, parce que j'ai vraiment ressenti les bienfaits que ça a. Et moi, ça me plaît vraiment beaucoup le milieu de l'entreprise en tant qu'intervenante en yoga. Ok. Écoute, Pauline, merci beaucoup pour toutes ces informations qui, je pense, seront utiles aux auditeurs et aux éditrices s'ils veulent en tout cas commencer le yoga. Et puis moi, ça me permet aussi d'avoir un petit peu des réponses à mes questions, et puis par rapport à une discipline qui est quand même en forte croissance et développement, dont on parle beaucoup, et je me disais que c'était bien de pouvoir avoir des éclairages en tout cas sur cette Avec discipline. plaisir. Nous arrivons au terme de cet épisode captivant. J'espère que tu as pris des notes ou que tu t'es abonné à ma newsletter pour avoir accès au résumé. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Instagram et YouTube pour du contenu supplémentaire. Et devine quoi ? Tu peux me contacter directement sur mes réseaux sociaux pour bénéficier d'une séance gratuite où nous pourrons discuter de tes questionnements sur ta préparation mentale. Clique simplement sur les liens mentionnés dans la description de l'épisode. À très bientôt, et souviens-toi, si on croit en ses rêves, tout devient possible.